Bonjour à toutes et à toutes. Merci de venir à cet atelier numéro 3, les solutions d'accompagnement vers l'innovation en matière de décarbonation sous l'angle de l'hydrogène. Je me présente, Nicolas Rigaud. Je suis le responsable du service innovation de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je vais commencer par moi-même. Donc je suis le responsable du service innovation de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est donc moi qui serai l'animateur de cet atelier de cet après-midi. Alors, je remercie déjà les différents intervenants. Alors, on va faire à gauche. Alors, on va commencer à gauche avec Valentin Maillot du pôle de compétitivité Tenerdis, excusez-moi. Ensuite, Laure Hugonnet du pôle de compétitivité Accélera. Cécile Chavre, qui sera du pôle Cara, Monsieur Hubert du cabinet, je vais y arriver, Enerca, et Madame Plisson du cabinet Naldeo. Donc, le principe de cet après-midi consiste tout simplement à vous présenter comment faire appel à ce qu'on appelle l'écosystème d'innovation, c'est-à-dire vous avez un projet effectivement de décarbonation. Alors, on va être sous l'angle de l'hydrogène, bien évidemment, cet après-midi, puisque la décarbonation, vous allez le voir, au sens large, c'est beaucoup plus compliqué. On peut l'aborder par énormément de sources. Cet après-midi, on va le faire sous l'angle de l'hydrogène, c'est-à-dire aussi bien faire appel à des acteurs publics que sont par exemple les pôles de compétitivité qui vont travailler sur des verrous en termes d'innovation pour accomplir ces sujets-là, que par des acteurs privés, des cabinets conseils qui vont accompagner les industriels sur une durée plus ou moins longue sur leurs projets effectivement de conversion avec des cas à chaque fois. Tous les intervenants que vous avez là vont illustrer leurs propos, leur mission, par des cas d'entreprises qu'ils ont accompagnés avec des sujets liés à l'hydrogène. Alors, en propos liminaire, je vais aller relativement vite. L'agence, juste pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'agence de développement économique, chaque structure, bien évidemment, se présentera en termes d'identité. L'agence régionale de développement économique est la structure en fait, du conseil régional qui accompagne le tissu industriel régional. Nous accompagnons, je dirais, plutôt dans les projets d'investissement industriel, mais également dans d'autres composantes, comme vous avez ici, au sein de 5 métiers, et également dans un rôle d'innovation, où là, nous avons un rôle notamment en proximité de détection et de caractérisation des projets d'innovation. Et nous, notre rôle est surtout un rôle de metteur en relation et d'orientation. On traduit l'offre publique auprès des industriels, que ce soit en termes d'acteurs comme ceux que vous avez devant vous, qui peuvent venir vous accompagner dans vos projets. Nous connaissons cet écosystème et nous pouvons adresser, en fonction de vos besoins, les bons acteurs publics ou parapublics qui peuvent intervenir, et également identifier les dispositifs financiers, en général, publics, sur lesquels vous pouvez bénéficier d'un effet levier pour soutenir vos projets. Suis-je clair ? Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, juste pour vous dire que l'écosystème régional d'innovation, quand on parle, c'est un terme un peu abscon, qu'est-ce que ça reprend ? Si je prends juste que uniquement, et je n'ai pas mis les structures privées, c'est volontaire, on avait fait une cartographie en 2021 au sein du service innovation, de toutes les structures dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagnent des projets d'innovation pour tout type d'entreprise. Et on a identifié plus de 60 organismes, donc vous imaginez la taille déjà de la nébuleuse, et toujours à se poser la question, par quel bout on la prend ? Donc c'est le propos de cet après-midi, c'est de dire, j'ai un projet, quelle est la porte d'entrée ? Alors, notre sujet, effectivement, porte sur la décarbonation de l'industrie. Donc là, vous avez une illustration. Alors, c'est un logigramme un peu connu, parce que c'est l'association Alice qui l'a développé pour un petit peu caractériser les différentes pistes de décarbonation, on va dire les plus classiques qu'on peut trouver dans l'industrie. Et vous voyez, on peut l'adresser, effectivement, par de nombreux éléments. Alors, je ne vais pas paraphraser ce que vous avez déjà entendu sur les tables rondes. On a beaucoup parlé d'efficacité énergétique. Il y a également d'autres pistes moins connues, comme effectivement le captage du CO2 pour réduire son bilan carbone. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la source d'énergie que peut être l'hydrogène comme substitut aux énergies fossiles, aussi bien au niveau des sources que dans les procédés. Alors, ce document-là, et j'en remercie les pôles de compétitivité, parce que cette diapositive est issue d'un panorama en fait, de la filière hydrogène et des acteurs de la filière hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été réalisé par notre service de veille technologique en partenariat avec les pôles. Et là, vous avez effectivement, je ne sais pas si c'est très visible, les différentes briques technologiques que l'on peut identifier qui peuvent faire appel effectivement avec de l'hydrogène décarboné. Alors, pas d'inquiétude, vous aurez les diapositives avec ces schémas, donc n'essayez pas de tout gratter, ça ne sert à rien. Les importants, ce sont les principes. L'objectif, c'est bien de vous montrer qu'il y a tout un tas effectivement de voies par lesquelles vous pouvez utiliser l'hydrogène. Et bien évidemment, c'est toujours un peu la question,
Ça s'est beaucoup parlé de poulet de l'œuf aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs fois. C'est dire par quel bout je le prends. Donc, c'est les cas qui vont vous être illustrés. Donc, pour illustrer un accompagnement par des structures publiques qui sont vraiment l'interface entre le monde de la recherche et le monde industriel, je vais laisser la parole au pôle de compétitivité, donc à Laure Hugonnet pour Accélera, Valentin Maillot pour Tenerdis et Céline Grange-Fèvre pour Cara, qui vont vous présenter chacun. Alors, ils vont vous faire une présentation commune de qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité et quelles sont ses missions. Ensuite, chacun va vous montrer des illustrations dans leur domaine de compétences respectifs. Et je passe la parole à Laure. Donc, on se rend bien compte que je ne suis pas du pôle de compétitivité des micros, mais bien. Bonjour à tous. Je repars en arrière, on part en avant. OK. On a souhaité en introduction essayer de vous clarifier ce qu'est un pôle de compétitivité. 60 structures qui accompagnent l'innovation en région, ça fait peur, public. Alors peut-être une précision, les pôles ne sont que partiellement publics. Nous sommes des associations qui bénéficient d'un soutien de l'État et des collectivités locales, mais nous ne sommes pas financés, et loin de là, à 100% par le public. Mentionner peut-être une précision, donc les pôles animent une feuille de route technique spécifique. Nous sommes 3 pôles aujourd'hui et on va essayer de vous démontrer que nous ne travaillons pas sur les mêmes sujets. Retenir qu'un pôle de compétitivité, c'est avant tout un réseau. Un réseau, donc notre métier de base, c'est de favoriser la mise en relation entre nos adhérents, des laboratoires, des TPE-PME, des groupes pour développer leur activité. Donc mise en réseau pour faire des projets d'innovation ou faire du business. Le deuxième métier des pôles, c'est l'innovation. On a été créé en 2005 pour ça. Donc nous accompagnons nos membres dans leur dynamique d'innovation, en challengeant leurs idées et en les aidant à structurer des projets de qualité, en mobilisant notamment des experts techniques des domaines. Nous aidons également nos membres à mobiliser des mécanismes de financement public et privé. Il y a 60 structures qui accompagnent l'innovation, mais on ne va pas citer le nombre de guichets de financement qui existent au niveau régional, national et européen. Donc ça, c'est vraiment un métier, j'y reviendrai, que de savoir orienter les acteurs vers les bons guichets de financement pour les initiatives qu'ils portent. Et enfin, pour finir, nous contribuons à promouvoir les entreprises et leurs solutions innovantes en France et à l'international. Donc Accélera est le pôle d'excellence de la chimie, des industries de procédés et de l'environnement. Tenerdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique. Et Cara, le réseau qui accompagne les mutations des systèmes de transport. Donc on voit déjà une coloration technique chacun. Globalement, nous, industrie de process et environnement, Tenerdis, l'énergie, et Cara, la mobilité. Et vous allez me dire que certains sujets sont à cheval entre nous, et ça tombe bien, on développe des collaborations, on se connaît très très bien. Donc nos services pour les entreprises, et c'était simple pour nous de faire une slide unique entre nous, parce que globalement, tous les pôles ont une activité qui est similaire. Donc on travaille en premier lieu sur l'innovation et l'accompagnement des projets, j'y reviendrai. On va travailler également sur l'amélioration de la performance de nos entreprises adhérentes en proposant un certain nombre d'activités support au développement de l'entreprise. Donc, par exemple, on va pouvoir les accompagner, une fois qu'ils ont fait de la recherche et de l'innovation, on va les accompagner sur leur phase d'industrialisation. On va les accompagner, par exemple, alors les petites entreprises, on peut les accompagner pour leur levée de fonds. Avec une spécificité filière, encore une fois. Il y a des leveurs de fonds qui sont des leveurs de fonds généralistes, mais nous, par exemple, Accélera, on est dans un domaine dans lequel il n'est pas forcément simple pour une industrie de l'environnement d'aller trouver des capitaux risqueurs. Donc c'est mieux de traiter directement avec les fonds qui ont l'habitude et une appétence, en fait, pour les technologies environnementales. On peut organiser également des ateliers métiers pour permettre à nos entreprises de se former ou d'être sensibilisées à différentes dimensions qui sont essentielles pour le développement d'entreprises innovantes. Ça peut être la propriété intellectuelle, ça peut être le marketing d'affaires, etc. Nous développons de plus en plus des actions dans le domaine du développement des compétences. On sait qu'il y a un vrai sujet autour du recrutement, notamment pour les entreprises innovantes et en forte croissance. Donc on est de plus en plus sollicité pour travailler aux côtés des établissements de formation pour les aider à définir des offres de formation qui soient les plus adaptées aux besoins de l'industrie. Pour finir, donc une action sur le développement commercial de nos adhérents.
Donc on s'applique à faire la promotion des solutions innovantes. Donc on accompagne l'innovation. Une fois que les solutions existent, on en fait la promotion, on s'applique à les faire connaître. Ça peut être notamment dans le cadre d'événements. On participe à des salons où on peut emmener en meute plusieurs de nos adhérents. C'est notamment quelque chose de valeur généralement pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'aller tout seuls monter un stand sur un salon. On peut prendre l'exemple nous, du salon Polytech où on est présent, mais où nos collègues sont également présents à nos côtés, où on va tous ensemble être beaucoup plus visibles que si on était une TPE, PME toute seule au fin fond d'un hall. Donc voilà, l'idée c'est quand même de jouer groupé. Et puis on a également un certain nombre d'actions d'accompagnement à l'international, avec le montage de missions sur des pays ciblés, notamment via la mobilisation d'aides régionales, puisque la région soutient les TPE, PME pour des actions à l'international. Encore une fois, la différence entre nous et ce que peuvent faire des acteurs, par exemple sur l'export, au niveau national ou les CCI, c'est que nous, nos missions sont thématiques. On n'est pas toute filière comme on pourrait l'avoir par exemple au niveau du MEDEF. Nous, on va être resserré sur les sujets que nous animons. Donc là, je fais un petit zoom sur le processus d'accompagnement projet. On est ici dans un atelier sur l'innovation. Alors comment on accompagne des projets au niveau des pôles, et on fonctionne tous à peu près pareil. Donc en premier lieu, on travaille sur l'émergence des projets. Donc cette émergence, alors soit les acteurs ont déjà eu les idées de leur côté, soit on essaie de créer des lieux pour qu'ils puissent avoir de nouvelles idées. Donc on organise un certain nombre d'ateliers thématiques annuellement. Alors au niveau d'Accéléra, on en organise quasiment une vingtaine. Les collègues, c'est à peu près pareil, sur différentes thématiques tout le long de l'année. L'idée dans ces journées-là, c'est de pouvoir présenter des sujets qui sont des sujets émergents et de favoriser les échanges sur la thématique. Ensuite, pour faire émerger un projet, tout simplement, il faut discuter avec des porteurs de projets potentiels. Donc, aller discuter de manière individuelle avec eux. Donc, on fait un diagnostic individuel. Et puis ensuite, l'idée, c'est très rapidement de pouvoir nous screener dans tout ce qu'on connaît au niveau des appels à projets pour orienter le porteur et son idée vers le guichet qui sera le plus adapté. Souvent, le projet ne rentre pas tout à fait dans les cases. Et donc, il faut qu'on fasse un petit travail à leur côté. Alors, s'ils en ont besoin et qu'ils ne sont pas tout à fait matures. Donc, on peut travailler sur la recherche de partenaires. Comme je l'ai mentionné, nous sommes des réseaux et on sait aussi travailler en interréseau. Donc, si on n'a pas toutes les compétences chez nous, on peut aller chercher chez les copains. On fait aussi un travail d'interface avec les financeurs. Pour certains projets, on peut avoir besoin de discuter, de faire un peu de pré-lobbying sur les projets. On va également travailler sur la consolidation des fondamentaux de projet. Fondamentaux de projet, ça veut dire qu'on va déjà commencer à tordre le projet pour s'assurer qu'il est bien recevable par un financeur public. Ensuite, le porteur de projet, il va se mettre à faire l'exercice d'écriture de l'annexe technique. Et cette annexe technique, on ne va pas le laisser tout seul là, avec son dossier avant de le déposer à l'ADEME ou à l'État ou à la région. On va mobiliser des experts thématiques, sous accord de confidentialité, bien sûr, pour qu'ils viennent éprouver en fait, l'initiative qui est en cours de montage. Donc très rapidement, le porteur, on le confronte à des experts de haut niveau qui vont pouvoir vraiment challenger le projet. Et ensuite, il y a des itérations qui sont faites avec nos équipes opérationnelles qui sont rompues à l'accompagnement de projet pour faire que le dossier il soit le plus costaud possible et vraiment augmenter les chances de financement par le financeur public. Le projet, quand il a passé tout ce sas d'expertise, on donne généralement un label, donc c'est une lettre qui atteste de la qualité du projet et qui explique comment on a accompagné et expertisé le dossier. Et puis une fois que le projet est financé, on peut le suivre pendant sa vie et ensuite s'appliquer à valoriser les résultats du projet. Je vais passer la parole à Valentin qui va présenter Ténerdis. Merci Laure. Donc Valentin Maillot, chargé de mission innovation chez Ténerdis. Nous, Ténerdis, on est donc le pôle de compétitivité de la transition énergétique. Et donc là, on est aujourd'hui dans un atelier sur l'accompagnement à l'innovation pour la décarbonation. Transition énergétique et décarbonation, on est sur des périmètres qui sont relativement voisins. En quelques mots, pour vous présenter nos domaines d'activité stratégiques, on a la partie production d'énergie renouvelable, dans laquelle on va rentrer toutes les filières de production classiques, le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la méthanisation, la biomasse, la géothermie, tout ce qui est ENR électrique, thermique et gaz. La partie stockage et conversion d'énergie,
donc notamment les batteries et puis une bonne partie du vecteur hydrogène, hydrogène qui est transverse en fait à toutes ces activités-là. On a une activité sur l'efficacité énergétique, notamment des bâtiments et des industries, qui en fait aujourd'hui maintenant c'est de la décarbonation de ces secteurs-là. Au-delà de l'efficacité énergétique, il peut y avoir aussi des sujets sur la construction, sur les matériaux, qui touchent plus large que l'efficacité énergétique. La partie infrastructure pour la mobilité décarbonée, j'insiste sur le mot infrastructure parce qu'on fera la différence avec le pôle Cara justement tout à l'heure. Tenerdis va accompagner le déploiement des infrastructures de recharge électrique, de distribution gaz et hydrogène qui vont permettre le déploiement de la mobilité décarbonée. L'interne véhicule, Céline y reviendra tout à l'heure, et du côté de Cara. On a une activité sur la partie numérique pour les services énergétiques, qu'on a appelé intelligence et cybersécurité des systèmes énergétiques, qui sont des activités stratégiques sensibles, évidemment. Et puis la partie micro-réseau multivecteur, donc, qui est des réseaux un peu spécifiques, type montagne, par exemple, où on peut avoir une intersection des vecteurs énergétiques entre, par exemple, gaz, électricité, hydrogène et chaleur. On a parlé des événements, des actions d'animation en faveur de la décarbonation. Donc Laure a cité une vingtaine d'événements. Chez Tenerdis, on est un peu plus. On est aux alentours de 50 déjà depuis le début de l'année. C'est assez conséquent, mais ça vient justement parce que notre périmètre thématique est extrêmement large. Donc on est sur la partie industrie, sur les énergies renouvelables, sur les infrastructures et sur les bâtiments. C'est ce que je viens de présenter. Et donc dans le détail, on a traité des sujets sur l'électrification des procédés, sur les combustibles solides de récupération, sur les CIV, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique pour la partie méthanisation, la biogazéfication, la gazéfication hydrothermale, la géothermie, la partie hydrogène bien sûr, le photovoltaïque, l'hydrogène en montagne et la partie carburant alternative. Et ça, c'est que ce qu'on a fait cette année. Donc ça, c'est des choses qui sont pluriannuelles et on va pouvoir traiter de thématiques encore différentes l'année prochaine pour animer tout notre écosystème. Pour illustrer un petit peu ce que Tenerdis fait en termes d'accompagnement projet, j'ai choisi un projet qui a été porté par Attaway, qui a été développé et déposé au concours innovation de l'ADEME en 2020. Ce projet, il répond à un enjeu, c'est l'accélération du déploiement de la mobilité hydrogène. Aujourd'hui, on a plusieurs enjeux qui freinent ce déploiement. Le coût élevé des infrastructures, donc notamment la partie investissement à l'amorçage, le délai de disponibilité des véhicules, et on a parlé de l'œuf et la poule, je ne fais pas dans l'originalité, le faible nombre de stations de recharge et les délais pour installer une nouvelle station. Donc le projet mobile, lui, il permet de déployer une station de distribution hydrogène donc mobile qui est donc temporaire, qu'on peut déplacer, qui n'est pas fixe, donc avec une capacité de distribution d'hydrogène qui est variable. Donc la solution est moins chère qu'une station fixe, elle est opérationnelle très rapidement, sans raccordement spécifique au réseau, et elle est fonctionnelle dans des conditions qui peuvent être extrêmes. Donc elle a été lauréate du concours innovation pour à peu près un budget d'à peu près 1 million d'euros, la moitié financée par l'ADEME, et qui vise donc 80 emplois à l'horizon 2026. Alors la station devait être exposée dans le hall à la base, je ne dois pas l'avoir vue, donc désolé pour la petite mention en gras. Et donc à quoi est-ce qu'elle va servir cette station-là? Ça va permettre de tester le marché, donc dérisquer les business plans, amorcer des hubs hydrogène, donc de manière rapide, pour déployer un réseau de stations rapidement. Ça peut servir de station de secours en cas de panne d'une station fixe, une solution de backup, on en a parlé dans les tables rondes précédemment, et puis pour déployer un écosystème hydrogène temporaire. Alors ces écosystèmes hydrogène temporaires, voilà, ce projet il a débouché sur un autre projet, Snowbill. Donc là c'est là où on voit la partie continuité de l'accompagnement des pôles de compétitivité. Une fois le projet qui a été lancé de manière généraliste, on a vu que sur les écosystèmes de montagne il y avait des enjeux spécifiques.
Et donc ça a débouché sur un autre projet qui a été, lui, financé par le guichet régional transformation des PME par l'innovation pour adapter ces infrastructures aux conditions spécifiques de la montagne, donc notamment de pression atmosphérique et les conditions opérationnelles avec de la neige. Donc ce projet-là, il s'inscrit dans quelque chose de plus général. En fait, là où on voit l'intérêt des pôles de compétitivité, c'est qu'on est capable de mettre en lien des acteurs qui peuvent avoir des offres qui sont complémentaires les unes des autres. Et là, en l'occurrence, le projet Dataway, si on le couple à l'offre de Life, qui était également exposant dans le hall tout à l'heure, et de Big Green, donc 3 adhérents d'Enardis, on est capable de proposer un écosystème hydrogène temporaire complet avec un électrolyseur qu'on peut déplacer, une station de distribution hydrogène qu'on peut déplacer et un service de location de véhicules hydrogène, donc plus ou moins courte durée, qui permettent de répondre à différents usages du coup temporaires, pour répondre aux mêmes objectifs que ce que j'ai présenté pour Dataway, donc notamment la partie amorçage des écosystèmes hydrogène. Voilà, je laisse la parole à Cara pour présenter leurs activités. Donc pour la partie Cara, Cara a pour mission d'accompagner ses adhérents au travers des mutations des systèmes de transport. Donc on a à peu près 400 adhérents, je pense qu'on est à peu près en termes de taille équivalent aux autres pôles. Nous, on traite 2 grands enjeux. On fédère nos acteurs autour de la décarbonation de la mobilité, qui est un grand sujet, et la partie digitalisation. Au travers de ça, on a plusieurs axes de travail qui sont prioritaires, et dont la transition énergétique. Nous, quand on parle de transition énergétique, c'est la partie véhicule, mais on a aussi une approche systémique. Donc, justement, l'avitaillement, les bornes de recharge, cette approche de comment je me déplace avec un véhicule. Ces grandes thématiques de travail, en fait, sont animées grâce à ce qu'on appelle, nous, des programmes de recherche. En fait, on a des programmes de recherche architecture véhicule, motorisation chaîne cinématique, mobilité pratique gouvernance, système intelligent de transport et sécurité sûreté. En fait, nous, la décarbonation, on ne le prend pas uniquement sous le prisme technologique moteur composant, mais aussi sur une partie usage, capteurs, supervision, etc. Et en fait, ces 5 grands programmes de recherche sont pilotés par des experts de notre réseau et en fait permettent d'animer et d'accompagner les projets notamment. Ouais, je suis dans mon sens. Pour la partie animation technique autour de la décarbonation, on a eu un certain nombre d'actions. Je n'ai pas tout mis, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 3 grands sujets qui sont revenus en 2022. Donc autour de l'électromobilité et notamment des batteries. Donc on a mis en œuvre plusieurs webinaires, dont certains donc sur la filière batterie, dont certains plutôt régionaux avec Accelera et Enardis, et sur la partie nationale avec les autres pôles plutôt automobilité, donc avec lesquels on travaille également. Ensuite, un gros sujet, c'était par rapport au déploiement de la filière hydrogène. Donc, on a participé à un certain nombre de conférences et on a animé un certain nombre de tables rondes, parce qu'un de nos grands enjeux, finalement, pour nous, c'est quelle énergie pour quel usage, parce que l'hydrogène n'est pas forcément pertinent sur tous les usages, et, enfin, comme vous le savez, voilà. Donc, du coup, ça, c'est un gros travail qu'on a à faire, parce qu'on est plutôt un pôle applicatif. Et enfin, donc, plusieurs événements sur les énergies alternatives, donc pas uniquement hydrogène, mais surtout sur les usages de façon large. En termes de projets d'accompagnement, donc ce qu'aujourd'hui j'ai choisi d'illustrer, c'est le projet H2D2. Donc c'est un projet qui rentre tout à fait dans les thématiques de Cara et les programmes d'accompagnement. Donc l'objectif du projet, c'était de développer un groupe motopropulseur H2 adapté au rétrofit des véhicules à forte puissance et de le tester donc en diction extrême. Donc c'est le cas d'étude, c'était la Dameuse, donc avec notamment GCK Industrie, l'IFPEN, ERM, Ion Battery System et Casprower. Donc en fait, ce projet, quand il est arrivé chez Cara, les partenaires étaient déjà relativement bien identifiés. Donc nous, notre rôle a été surtout de consolider le choix du guichet de financement, donc comme l'expliquait Laure tout à l'heure. Et ensuite, en fait, il est passé aux mains de nos experts, donc Cara, donc au travers du programme
motorisation et chaîne cinématique. Donc en fait, ce qui permet d'avoir vraiment une expertise pointue, parce qu'en fait, on a à disposition de 36 experts et en fonction du sujet, en fait, on adresse aux bonnes personnes, aux bons experts. Ce qui fait que l'accompagnement est vraiment, il y a un regard critique au niveau technique, technologique, mais aussi marché. Donc ce projet a été labellisé par le pôle Cara et son CST et a été déposé. Et donc dans le cadre des investissements d'avenir, un démonstrateur de la transition écologique et énergétique sur un appel à projet qui s'appelait Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Donc ce projet a été financé pour une durée de 33 mois pour un budget de 6 millions d'euros, enfin 6,7 millions, et un financement ADEME de 3,3 millions d'euros, ce qui est une belle réussite. Donc le projet est en cours et donc on le suit régulièrement. Donc on fait des points avec les porteurs de projets pour savoir comment ça se passe, s'il y a des freins, s'ils ont des éléments sur lesquels on peut les aider. Et puis de notre côté, on les valorise régulièrement sur des événements. Et donc normalement, il devait y avoir aussi... alors, ce n'est pas la dameuse, mais le travail de GCK autour du rétrofit du car, mais qui n'a pas pu être exposé. Mais bon. Donc voilà, donc ça, c'est notre projet qui nous permettait d'illustrer notre accompagnement. Je reviens pour vous parler d'Accéléra et je pense illustrer une autre façon de faire de la décarbonation. Je pense qu'il y a vraiment un sujet de définition entre écosystèmes industriels. Donc, comme j'ai pu vous le dire, donc nous, pôle d'excellence de la chimie, des industries de procédés et de l'environnement, 405 adhérents, 420 aujourd'hui. Et la décarbonation, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de nos 5 axes stratégiques. Vous ne voyez pas très très bien, mais on va travailler en premier lieu sur la transition vers des matières premières renouvelables. Globalement, faire de la chimie avec de la biomasse, chimie du végétal. Le deuxième axe, usines éco-efficientes, je vais en reparler, mais comment faire que les usines soient plus performantes d'un point de vue environnemental. On peut également considérer que la valorisation des déchets et sous-produits contribue à la décarbonation. Donc ça va être un troisième axe qui va traiter de ces sujets-là. Je vais faire un focus sur l'usine. Donc sur l'usine, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner en premier lieu le développement des innovations. Le premier levier de décarbonation et qui peut être massif pour des industriels, c'est l'optimisation de leurs procédés. Repenser les procédés pour qu'ils soient moins consommateurs en matières premières et en énergie et également qu'ils émettent moins de CO2. Une fois qu'on a optimisé au maximum et qu'on a encore du CO2 fatal, à ce moment-là, on peut envisager de capter ce CO2 et de le transformer. Donc aujourd'hui, soit on peut stocker le CO2, soit on peut également l'utiliser. Donc faire de la chimie à partir de ce CO2, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Et également, un autre levier, c'est de travailler sur la partie énergie, donc la décarbonation du mix énergétique. Et on ne le fait pas tout seul, on travaille avec Tenerdis, ces sujets-là. Et également travailler sur l'efficacité énergétique, où là, il peut s'agir de développer des équipements spécifiques pour nos industries. Et puis ensuite, une fois qu'on a développé les innovations, on favorise les mises en relation avec nos industriels pour favoriser le déploiement de leurs technologies sur site. Donc en termes d'événements techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit des différences entre secteurs. Nous, on a travaillé sur la décarbonation du mix avec Tenerdis, comme je l'ai mentionné. On a organisé un séminaire sur le déploiement des technologies de CCU. CCU, c'est le captage et la transformation du CO2. On a également été à l'organisation d'un workshop du projet européen Hipster, qui fait la démonstration de la première unité de stockage d'hydrogène en cavité saline qui se passe dans l'Ain. Et également une journée sur l'évaluation de l'empreinte environnementale des procédés, puisque c'est très bien, tout le monde veut décarboner et être plus vert, mais personne ne sait vraiment quelle méthode il faut appliquer pour évaluer vraiment ces aspects-là. Nous animons également une action de terrain pour favoriser l'émergence de technologies de captage-transformation du CO2 et le déploiement de l'hydrogène en industrie, avec une action auprès des émetteurs de CO2 qui sont nos adhérents, des industriels, et avec qui on va discuter et que l'on essaie de convertir à ces sujets-là. Et nous travaillons particulièrement en ce moment sur l'émergence de projets dits ZIBAC. ZIBAC, ça veut dire zone industrielle bas carbone. L'ADEME vient de lancer un appel à projet qui vise à doter les territoires de financement pour favoriser la réalisation d'études pour permettre la décarbonation de zones industrielles, et ça nous prend pas mal de temps.
Pour finir, j'ai choisi de vous parler du projet Merrier. Le projet Merrier, c'est un projet qui est porté par une entreprise qui s'appelle Activation. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les services de recherche et développement et qui, globalement, met au point de nouvelles synthèses chimiques pour des industriels de la chimie qui ont besoin de sous-traiter un petit peu leur innovation. L'objectif du projet, c'est de créer un site démonstrateur de nouvelles synthèses de molécules biosourcées. Donc déjà, quand on fait de la chimie biosourcée, on décarbone, mais également la chimie mise en œuvre par Activation nécessite de l'hydrogène en tant que matière première et non pas en tant que vecteur énergétique. Et donc, Activation souhaitait déployer une unité de production hydrogène vert dans son projet qui s'inscrit globalement dans un projet d'extension de leur capacité de production. Donc on les a accompagnés dans le cadre des guichets ouverts dans le cadre du plan de relance pour l'émergence de ce projet. Je crois qu'il y avait des chiffres. Ils sont là, voilà. L'appel à projet s'appelait Résilience de l'industrie. Un projet avec un budget d'environ 2 millions d'euros pour une entreprise d'une quarantaine de personnes et un financement obtenu de 700 000 euros. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a un sujet sur l'hydrogène, son déploiement dans l'industrie. Il y a un sujet là-dessus à travailler et qu'on travaille en collaboration. Oui, on aura fait du sport. Par rapport à tout ce qu'on vient de vous présenter, donc vous avez bien compris que les 3 pôles travaillent en synergie. On a une feuille de route qui est entre les 3 pôles et la région sur la thématique de l'hydrogène. On a essayé de synthétiser en quelques slides la répartition des activités entre Cara, Accélera et Tenardis pour essayer de vous aider à vous y retrouver pour savoir quel interlocuteur est le plus adapté à votre projet. Pour autant, on travaille étroitement en collaboration et il y a souvent des choses qui sont en jonction entre plusieurs pôles. Donc, on a essayé de mettre des codes couleurs pour vous y retrouver. Donc, plutôt vert pour Tenardis, rouge pour Accélera et bleu pour Cara. Pour l'écosystème, donc production, distribution, usage. On a réparti ça sous la forme d'une chaîne de valeur. Donc Tenardis, c'est plutôt sur la partie amont, donc production d'énergie, donc la partie production qui va permettre de produire l'hydrogène, notamment par électrolyse. Donc sur la production d'hydrogène, Accélera intervient également sur la partie chimique. Tenardis intervient sur la partie service au réseau et service de gaz électrique, notamment sur la partie flexibilité liée à cette production d'hydrogène. Idem avec Accélera, on est en jonction sur la partie les différentes technologies de stockage et le transport de l'hydrogène. Puis ensuite, Tenardis est plutôt en interface avec Cara sur la partie distribution de l'hydrogène. Voilà. Et ensuite, Accélera et Cara et Tenardis sont également en interface sur les usages stationnaires de l'hydrogène, notamment sur l'industrie. La partie bâtiment, elle est plutôt uniquement chez Tenardis. Et on est également en interface sur la partie recyclage. Voilà, j'essaie de faire vite parce qu'on a beaucoup mangé notre temps. Je laisse la parole à... Non, moi je te laisse terminer pour la mobilité. Donc c'était juste pour faire un focus sur la motorisation et tout ce que ça implique, enfin tous les axes de travaux que ça implique et effectivement la complémentarité entre les 3 pôles. Donc que ce soit pour la partie production, distribution, hydrogène, stockage embarqué. Après il y a toute la partie pile à combustible avec les systèmes en eux-mêmes, les composants et les intégrations. Donc là, on a effectivement des axes de travaux qui sont communs, mais des spécificités aussi. Et le moteur à combustion hydrogène. Donc ensuite, tout ça, c'est lié effectivement au type de véhicule qu'on va adresser. Donc là, c'est plutôt Cara qui travaille sur ces sujets-là. Et la partie exploitation-usage, c'est effectivement plus Cara. La partie recyclage, pour le coup, c'est mes deux collègues. Voilà, pour faire très bref. Donc... Par rapport aux actions qu'on mène sur la feuille de route régionale hydrogène, donc il y a la partie innovation, mais pas que. Donc en fait, nos objectifs, c'est effectivement de stimuler l'écosystème autour de 6 axes stratégiques. Donc contribuer à l'écosystème régional, développer des écosystèmes territoriaux et sectoriels qui sont un vrai facteur levier pour déployer les choses. Les infrastructures énergétiques, l'accompagnement au développement économique de la filière, donc notamment au travers de développement de projets d'innovation, mais pas que. Donc, soutenir et accélérer les projets d'innovation. Donc là, on est vraiment dans les missions qu'on vous a décrites. Et enfin, le développement commercial à l'international, le but étant vraiment d'impulser une dynamique très positive. Voilà.
Merci beaucoup. Gardez le micro. Avant de passer la parole à M. Hubert, tu peux te rasseoir. Ouais. J'espère que ça ne va pas faire de l'arsène. Je vais prendre une question dans la salle. Vous pouvez en avoir aussi à la fin, mais est-ce qu'il y a une question déjà pour cette présentation? Et je remercie les 3 pôles de compétitivité pour leur présentation. Philippe, est-ce qu'il y a des questions sur Slido? Bon. Donc vous avez été d'une clarté lumineuse. Donc je relèverai les copies enfin pour savoir si vous avez tout bien compris. Je vais donc passer la parole à monsieur Hubert pour nous parler cette fois-ci d'un accompagnement, mais par le cabinet NRK. Tout à fait. C'est bon, toujours allumé. Bon, bonjour à tous, merci pour les présentations de Paul. Donc je me présente, Karel Hubert, donc moi je suis le président et le fondateur du bureau d'études et de conseil NRK, et donc nous sommes intégralement dédiés à l'hydrogène. Donc on va dire qu'on suit le mouvement. On a été créé en 2018 et bon, il y a déjà bien à faire sur l'hydrogène. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait, mais voilà, on est une petite dizaine de personnes, boîte assez jeune, donc fondée en 2018. Donc, ce qui est intéressant, c'est retracer un petit peu l'historique en fait de la société qui trace finalement l'évolution de nos services. Donc moi je suis un ancien de Symbio, j'étais chef de projet sur le Kangoo notamment, mais aussi d'autres projets. Et en fait j'étais donc côté développement d'usage, et ce que je constatais c'est que notamment en 2018 quand le projet Zero Emission Valley, dont vous avez certainement entendu parler, a été lancé, il y avait beaucoup de bonne volonté mais très peu de connaissances du sujet, et qu'il y allait avoir un besoin d'accompagnement. Donc en fait notre métier historique c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est ce qu'on a qualifié de projet. Et donc nous on part de l'étude du potentiel en termes de consommation mais aussi de production d'hydrogène, et on va jusqu'à l'accompagnement de la concrétisation du projet avec donc de la réception d'équipements sur chantier, des visas, et puis au passage on peut accompagner donc les donneurs d'ordre qui vont être les collectivités mais aussi donc les énergéticiens, gros sujet chez les énergéticiens, sur de l'étude de faisabilité, de la simulation de business plan, de la recherche de financement aussi. Donc on est membre d'ailleurs de Cara et de Tenerdis, et donc ça nous amène à avoir une expertise terrain que je développerai un petit peu justement plus loin dans la partie exemple. En se faisant connaître, on a été de plus en plus sollicité par des acteurs de l'automobile et de la mécanique, non pas sur une approche projet, mais sur une approche stratégique. Donc typiquement constructeur de colliers de serrage qui voulait savoir comment son métier pouvait être transposé depuis les véhicules thermiques jusque dans les véhicules hydrogène. Donc on traite des aspects stratégiques, on va dire, au niveau national et international, alors que le projet est plutôt typé local, voire quart sud-est. Et enfin, de manière transversale, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait former nos clients, parce que souvent on est confronté à un manque de langage commun. Donc on a une activité de formation et on est certifié Calliope. En fait, on a 3 activités, et au milieu de tout ça gravite un outil qui est assez récurrent, et donc ça devient la colonne vertébrale de NRK, c'est la donnée. Le métier de projet et le métier de conseil nous amènent à collecter régulièrement des données sur des potentiels d'usage, des potentiels de production, des industries du méthanol à travers le monde ou de l'ammoniac par exemple. Donc on fait de plus en plus de cartographie et on vend de plus en plus de la data en tant que telle, avec les services associés également. Mais ça c'est une tendance qui se confirme chez nous. Et sur la partie plutôt territoriale, projet, on a mis quelques références ici, mais c'est vrai que la connaissance du territoire local est importante, puisqu'il va falloir contacter les transporteurs, les énergéticiens, justement les industriels qui sont potentiellement ou actuellement consommateurs d'hydrogène. Donc nous, on a cette cartographie et on est capable de monter des écosystèmes conjointement donc entre les usagers et les fournisseurs de solutions. Donc j'ai mis quelques références, mais voilà, l'idée c'est de dire qu'on est particulièrement actif dans le quart sud-est, bien que on travaille dans toute la France et de plus en plus à l'étranger. Moi, je voulais vous présenter un petit point de focus, effectivement, sur un exemple qui a particulièrement bien marché, parce que ce qui peut être frustrant quand on est bureau d'études et de conseil, c'est qu'on accompagne des études, et puis ça s'arrête à l'étude, parce que finalement, on voit que c'est pas rentable ou qu'il n'y a pas d'intérêt.
Là, pour le coup, ça a été un petit peu plutôt bonne suite, on va dire, avec le projet de Roussel. Donc, spécifiquement, pour mettre un peu le contexte, dans l'hydrogène, vous pouvez le produire avec de l'électricité via le processus d'électrolyse, évidemment. Mais nous, on s'intéresse particulièrement à d'autres ouvertures technologiques, dont la production par biomasse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un industriel du bois qui est venu nous chercher, donc l'entreprise Roussel, qui est une SARL familiale. Et eux, leur modèle d'affaires, c'est de prendre donc des copeaux de bois, du déchet de bois et d'en faire de la plaquette forestière pour ensuite le vendre pour du chauffage principalement. Et donc là, ils se sont dit, nous, on a de la sciure en excès, on va dire. On a des déchets bois qu'on ne peut pas bien valoriser, de la souche, de l'écorce, etc. Pourquoi on n'en ferait pas de l'hydrogène? Et donc, du coup, c'est né de cette idée-là. Et on les a accompagnés sur donc l'identification des usages, mais j'y reviendrai après, l'étude de faisabilité et puis la recherche de financement. Donc c'est un projet qui s'est concrétisé dans l'Allier, puisque c'est une entreprise qui a différents sites en France, mais là donc ils ont monté le projet sur un site de Commentry, plus exactement, et ils se sont associés au groupe Thévenin Ducrot, qui apporte toute la brique conditionnement, distribution et même usage de cet hydrogène. Puisque, évidemment, dans un projet, pour que ça marche bien, il faut des consommateurs. Donc, ça a été décliné jusqu'à l'usage de l'hydrogène dans les camions de Roussel et aussi d'Avia. Et Avia, donc, après, prend l'hydrogène, qui est en partie consommé sur place, mais qui est aussi exporté sur différents axes logistiques hydrogène, qui restent encore confidentiels. Mais un projet très intéressant et très intégré. Donc, simplement sur le petit rappel, donc voilà, c'est ce que je viens de décrire à l'oral. J'insiste aussi quand même sur l'intérêt qu'a cette technologie, et nous, c'est pour ça que ce projet nous a intéressés. C'est que la production d'hydrogène par ce type de procédé peut être considérée, en fonction des intrants qu'on lui met, comme négative en CO2. Et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque l'électrolyse ne peut, pour l'instant en tout cas, pas prétendre à ce statut. Donc elle peut être neutre éventuellement en CO2, mais pas négative. Et donc là, on se retrouve avec un biochar, qui est un coproduit, et donc un condensé de carbone, qui peut être valorisé dans d'autres industries. Et il y a des perspectives de valorisation dans l'agriculture. Mais c'est un modèle d'affaires qui est un petit peu différent que l'électrolyse, parce qu'il y a un coproduit, il y a des crédits CO2 qu'on peut imaginer valoriser. Et donc ça change un petit peu la perspective. Et dans les perspectives d'inflation, justement, où l'électricité augmente, le gaz augmente, c'est des technologies qui peuvent faire du sens. Donc nous, on a souhaité développer une expertise sur ces moyens de production. Donc plus spécifiquement sur le rôle qu'on a joué, donc nous, les études qu'on fait, donc là c'est vraiment très spécifique au projet, je ne vais pas détailler toutes nos activités, mais quand on nous propose d'étudier un projet, on va se concentrer d'abord sur le potentiel, et sous-entendu le potentiel d'usage. C'est le plus important, c'est voir s'il y a de la consommation. Alors, dans l'Allier, il s'avère qu'il y avait des consommateurs industriels d'hydrogène qui n'étaient pas spécialement intéressés à ce stade, mais en tout cas, notre travail a été de les identifier. Il y a eu aussi des discussions et un événement qui a été organisé avec les collectivités locales, la DDT et autres, pour voir s'il y avait de l'intérêt. Donc, il y a des pompiers qui sont manifestés pour effectivement avoir un véhicule utilitaire type Kangoo pour leurs usages propres, etc. Donc ça, c'est notre métier de base, d'identifier le potentiel et de voir quelles sont les quantités et si ça permet d'atteindre la taille critique. Ensuite, une fois qu'on a validé cette étape, on rentre dans une étape qui est beaucoup plus technique et économique, où là, on conçoit directement donc le système. Alors, on ne rentre pas dans un détail de design au sein des composants, on reste à une échelle macro, mais on regarde les différentes briques, le compresseur, la production, le stockage, la distribution, on met des coûts en face, on design tout ça, l'export également avec les tubes trailers, et on en tire un business plan avec le coût de revient de l'hydrogène. Est-ce que c'est rentable? Oui, non, parce qu'après, il faut aller chercher des financements. Et donc, c'est là où, justement, on a donc développé aussi un savoir-faire, notamment au niveau des guichets de l'ADEME, vu qu'on a fait les étapes précédentes, on va dire, ça fait du sens qu'on aille remplir les dossiers de financement. Et donc, ces dossiers de financement,
Il y en a un qui a été déposé auprès de l'ADEME. On savait qu'on n'allait pas être retenu parce que le cahier des charges excluait la thermolyse de la biomasse. Donc ça a été disons un message que le client a souhaité envoyer à l'ADEME en disant « Regardez, on peut quand même déposer des dossiers, ça rentre dans votre modèle d'affaires, on arrive à des prix de l'hydrogène intéressants. » Donc on a joué le jeu et on a déposé ce dossier auprès de l'ADEME, donc qui, on le savait très bien, n'a pas été retenu, mais le message était passé. Et on espère que sur les prochains appels à projets, ce sera intégré. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Puis évidemment, si vous avez des questions, je crois qu'il y a un petit slot maintenant et puis éventuellement d'autres après. Absolument. Merci, Monsieur Hubert, pour votre présentation. Et vous avez respecté le timing, donc nickel. C'est vrai que je suis désolé, on est timé. Est-ce qu'il y a une question pour la présentation du cabinet NRK, de son domaine d'activité ou de cet exemple? Je suis très touché, vous y avez évoqué l'Allier, ça me va très bien, pour des raisons personnelles. Et je précise qu'on a d'ailleurs été pris en charge en partie par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, d'ailleurs, pour l'étude. Ça ne m'étonne pas. Oui, je vous en prie. J'ai une question. Vous parliez d'interconnecter des consommateurs, des producteurs. Vous avez une distance critique ou il faut que ce soit vraiment les voisins directs ou ça peut être un peu plus nous, souvent dans les études, effectivement, on se base sur un rayon logistique maximum parce que déjà, après, le budget explose. Et puis, en plus de ça, il y a une réalité effectivement économique qui fait qu'on essaie de se calibrer sur du 100 km, 150 km logistique, donc routier. C'est pas à vol d'oiseau, hein, c'est bien au kilométrage parcouru que ça va jouer pour limiter les OPEX de transport. Donc, on regarde souvent dans ces champs-là. Maintenant, il y a des approches de plus en plus ambitieuses et H2V, par exemple, fait partie de ces approches-là et Thévenin Ducrot s'oriente aussi là-dessus où ils veulent faire de la production massive avec un hydrogène qui est du coup encore moins cher du fait de cette taille critique et donc ils peuvent se permettre un peu plus d'OPEX pour aller rayonner sur du 200-300 km de rayon logistique. Une question complémentaire, ce ne sera jamais sous forme de pipes d'hydrogène qui interconnecteront deux zones? Oh si, ça après ça va être la question du volume. Oui, puis ça sera la question du volume transporté, effectivement. Après, il y a des hydrogénoducs qui sont prévus, en tout cas dans Hydrogène Backbone, de remonter le Rhône, par exemple, et de faire la connexion entre différents sites de production, d'importation également, et de consommation. Donc, mais ça, c'est des perspectives à plus long terme, 2035, peut-être même 40, voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre votre place. Et je vais laisser donc la parole à notre dernière intervenante, Madame Plisson, pour le cabinet Naldeo. Merci. Donc 5 minutes sur Naldeo, chrono, pour terminer la journée et la semaine. Donc Naldeo, nous sommes une société d'ingénierie et de conseil indépendante, dont le siège est à Lyon et dont la devise est l'excellence technique au service du climat. Et pour faire court et efficace sur Naldeo, je vais m'en tenir à cela et passer à la branche d'après. Quelques exemples d'accompagnement en prenant l'exemple de l'hydrogène, mais nous sommes surtout ce qu'on identifie comme des technologies contribuant à la décarbonation. Et je vais vous citer les clients ou partenaires qu'il y a derrière. Des activités de conseil technologique, avec par exemple une étude pour EDF Inamix quand il se lançait. Des activités d'aide à l'industrialisation pour des startups technologiques, avec un exemple qui concerne la société ErgoSup. Du montage de projets pour des collectivités. Par exemple, on avait travaillé avec le territoire d'industrie Lac-Potarbes, également avec le port de Nantes-Saint-Nazaire, dans une étude soutenue par l'association France Hydrogène. Des analyses de risques et rédaction de dossiers réglementaires, relations DREAL, etc. pour, entre autres, Bouygues Energy Service et d'autres acteurs. Et puis des études techniques, ingénierie, conception de systèmes hydrogène, par exemple avec Impulsion, bien connu dans la région. Nous sommes membres de l'association France Hydrogène. Sur la décarbonation de manière plus générale, illustrée par quelques exemples de solutions technologiques assez diverses qu'on a eu la chance d'accompagner. Les questions que se posent ces entrepreneurs technologiques, la première que je voulais citer, c'est comment est-ce que je passe
du premier prototype au démonstrateur, puis au produit à l'échelle. Et là-dessus, Naldeo apporte son expérience d'une quarantaine d'années, héritée de Bertin Technologies, qui nous a amené à faire ce chemin de scale-up industriel pour des dizaines et même des centaines d'innovations. Et on apporte aussi un regard critique sur comment est-ce qu'on va phaser ces développements technologiques, avec notamment la question du facteur d'échelle. Combien de fois plus gros doit être le démonstrateur par rapport au pilote précédent, typiquement. Alors on voyait beaucoup de facteurs x10. Ces derniers temps, on voit du x100, on a même vu un x1000 sur un dossier récent, c'est-à-dire le porteur du projet passe vraiment directement de l'échelle laboratoire à l'usine complète et à trouver le financement qui va avec. Bon, nous, notre regard, notre retour d'expérience, c'est qu'un ratio de 30 fonctionne bien. Ensuite, la deuxième question que se posent les innovateurs dans le domaine de la décarbonation, c'est comment je finance tout ça. Là-dessus, on a développé une approche un petit peu originale et qui a rencontré le succès avec la société Sylphen, qui est dans la région, dans l'hydrogène, et qu'on a accompagné pour une levée de fonds réussie en mai dernier. La troisième question, comment je me diversifie éventuellement après un premier lancement de produits réussi. Là-dessus, je voulais citer l'exemple d'une autre société de la région dans l'hydrogène qui est Ergosup, qui était un petit peu précurseur dans l'hydrogène puisqu'ils avaient déjà il y a plusieurs années lancé un produit, application petite puissance et haute pression d'hydrogène. Et puis, fort de cela, ils se sont posé la question d'application industrielle. On a tous entendu Laurent Wauquiez tout à l'heure dire que le sujet de l'hydrogène, encore plus que la mobilité, c'est l'industrie. Et on a mené un travail avec Ergosup pour investiguer ce marché, en leur faisant bénéficier de la grande connaissance de Naldeo, qui travaille beaucoup dans l'industrie. On connaît très bien les procédés industriels. Et on a pu faire une sorte d'étude de marché, mais très concrète, en fait, en prenant des cas d'usage de certains de nos clients industriels, pour confirmer qu'il y a effectivement une application et une différenciation très intéressante qu'ils peuvent apporter, d'autant plus dans le contexte des prix énergétiques actuels. Et puis la quatrième et dernière question que se posent ces sociétés, c'est comment je me fais connaître, comment je touche mon marché. Et là-dessus, Naldeo s'investit aussi très directement en essayant de leur ouvrir des portes chez nos clients, qui sont des industriels et des collectivités qui cherchent des solutions de décarbonation. Et c'est vrai que Naldeo, on a la chance d'être à une place idéale pour détecter un vaste panel de solutions technologiques et les qualifier. Donc pour conclure, je dirais que la mission qu'on se donne chez Naldeo, au-delà de l'appui technique que j'ai illustré, elle est de faciliter l'adoption des innovations par les clients finaux. Merci beaucoup, Madame Plisson. Alors, on est dans les temps, donc on aura du temps pour les questions, donc je vous remercie beaucoup. Déjà, est-ce qu'il y a une question, il y aurait une question pour Madame Plisson, pour cabinet Naldeo? Merci pour votre synthèse, c'était un petit peu... Philippe, est-ce qu'il y a des questions sur Slido? Non. Alors, moi, je vais avoir une question pour les pôles de compétitivité, parce qu'il faut bien entamer, sinon ce ne serait pas marrant. J'avais une question un peu générale. Quels sont les verrous technologiques que vous voyez encore sur le déploiement justement de ces solutions hydrogène dans l'industrie? Vraiment, quels sont vraiment les... Faudra que tu te rapproches. Non. Quels sont les verrous vraiment, quels sont les verrous majeurs qui sont encore à franchir pour se dire là, sur ce type de process, sur ce type d'opération, on n'est pas encore au point, c'est pas encore mature. Et alors, deuxième question, par rapport à ce Céline Grange avait illustré avec le projet sur la dameuse, est-ce qu'il faut forcément être un consortium, c'est-à-dire déjà être un ensemble d'opérateurs pour adresser un pôle de compétitivité? Je vous laisse vous lever, sinon... Je vais prendre l'industrie. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de verrou technologique, mais je vais parler de verrou financier, évident, très très clair. Aujourd'hui, l'hydrogène vert n'est absolument pas
pas compétitif. Avec un hydrogène qu'on dira gris, alors on va être sur du quoi, x3, x4, hein, oui. Facile, hein, facile. Donc dans un contexte industriel, et ça a été mentionné ce matin, extrêmement compliqué pour l'industrie et bon, nos industriels, aujourd'hui clairement, on a vu, voilà, nos industriels, ils sont engagés sur le chemin de la décarbonation depuis longtemps. La feuille de route que je vous ai présentée, et le mot usine éco-efficiente, il est dans la feuille de route du pôle Accélérat depuis sa création en 2005. Donc c'est pas nouveau que l'industrie chimique, elle s'intéresse à la décarbonation. Mais donc le sujet de l'hydrogène intéresse, mais on a vu clairement là un frein qui est mis sur un certain nombre de projets, tout simplement parce que l'économie n'y est pas. Merci, mais je voulais justement qu'on réinsiste sur ce sujet-là. Donc sur la deuxième question. Je me permets juste un complément sur la première question, sur la partie industrie. En fait, c'est compliqué de répondre à la question au-delà de la partie économique, parce que quand on dit l'hydrogène dans l'industrie, c'est pas une industrie, c'est plein d'industries. Et oui, mais il y a l'industrie chimique, il peut y avoir l'industrie des cimenteries, il peut y avoir les aciéries, il peut y avoir en fait plein de types d'industries différentes dans lesquelles on peut déployer de l'hydrogène. Et donc à chaque fois, on a un process qui peut être différent. Et donc pour parler de verrou technologique, on va dire à chaque industrie son ou ses verrous technologiques. Donc ça peut être des brûleurs hydrogène, ça peut être différents éléments qui peuvent être dans le process de l'hydrogène industriel, on va dire, en plus de la partie économique où on est simplement sur du remplacement de l'hydrogène gris par de l'hydrogène bas carbone. Il y a aussi amener l'hydrogène là où aujourd'hui il n'était pas utilisé, et ça occasionne plein de transformations à l'intérieur de l'outil industriel, et ça c'est forcément spécifique. D'où le fait que ce soit compliqué de répondre à la question. Sinon, j'aurais pas posé la question. Juste peut-être pour compléter et casser un peu l'ambiance, on est industrie de procédés, donc les cimentiers, etc., on les voit. Ça reste compliqué de manière globale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire qu'il faut continuer. Là, pour la peine, on fait le lien avec les enjeux d'innovation. Il y a un vrai enjeu à continuer à engager de la R&D pour développer des procédés en rupture, c'est clair. Et après, quand on regarde juste autour de l'électrolyse, production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, en fait, souvent, quand on parle d'énergie et d'hydrogène, il y a juste un mot qu'on oublie, c'est l'eau. J'étais extrêmement contente que ce matin, nous, pôle de l'environnement, le sujet de l'eau et de la sobriété eau et de l'empreinte eau des sites industriels, c'est quelque chose qu'on connaît. Et du coup, voilà, c'est vraiment intéressant de se poser la question de comment produire un hydrogène qui prenne en compte les tensions qu'on a sur l'énergie et qu'on a également sur la ressource en eau. Donc voilà, on a plein d'innovations à réfléchir. J'abonde complètement dans le sujet parce qu'effectivement, sur le territoire où j'opère, effectivement, on a cette réflexion maintenant sur les besoins en eau des sites industriels, puisqu'en fait, on a des bassins versants qui ont connu des sécheresses répétées. Donc maintenant, c'est clair, c'est systémique. Et donc, évidemment, il va y avoir des arbitrages des collectivités locales et des SDAGE pour savoir l'attribution de l'eau en fonction des usages pour les populations et les animaux et les unités économiques qui sont dessus. Donc, il y a une vraie approche économie circulaire dans un sens un peu contraint qui va vraiment se mettre en place sur les années qui viennent. Et nous, effectivement, on est sollicités pour savoir si les usines ont vraiment besoin d'eau potable ou simplement de l'eau de réseau non traitée, déjà pour réduire le coût unitaire au prix au litre de cette ressource. Merci. Alors, il y avait une deuxième question. Est-ce qu'il faut faire appel faut être un consortium constitué pour faire appel au pôle? Donc, la réponse est clairement non. La preuve, Valentin a illustré ses propos par un projet monopartenaire. Donc, en fait, selon les dispositifs de financement, c'est justement les conditions, en tout cas les conditions exigées se varient, donc il peut y avoir des projets monopartenaires tout à fait, et le rôle des pôles de compétitivité, c'est bien d'accompagner les projets d'innovation, de stimuler cet écosystème et in fine que les entreprises se développent et restent compétitives. Donc oui. Merci pour la réponse. Ah, j'ai une question. Oui, question rapide. À part vous trois, est-ce qu'il existe d'autres pôles de compétitivité en Auvergne-Rhône-Alpes sur ces sujets-là? C'est les 60 dont on parlait au début? Il y en a 12 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Ceux qui sont vraiment concernés par cette approche énergétique sont en face de nous. C'est ça, oui. Même si d'autres...
pardon, excusez-moi, même si d'autres pôles travaillent sur des filières industrielles plus pointues. Et donc, à un moment, comme vous avez abordé aussi le sujet de la digitalisation des process, l'approche énergétique, forcément, il y a des facteurs qui croisent avec ces pôles-là. Mais les pôles que vous avez devant vous sont ceux qui sont vraiment... Cette approche-là est au cœur de leur réflexion d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai bien répondu, les pôles? Bon. Y a-t-il une dernière question? Philippe, est-ce que sur Slido, des questions sont apparues? Vous êtes extrêmement timide ou alors tout a été d'une grande clarté. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je remercie mes intervenants. Merci très infiniment pour vos présentations. Comme convenu, cette présentation sera ensuite mise en ligne et vous sera envoyée par mail pour que vous puissiez récupérer les informations et également les coordonnées des différents intervenants si vous souhaitiez les recontacter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.